Voilà, on est sur Tape to Roll pour mon premier culte que je vais maîtriser en très bonne compagnie ce soir d'ailleurs. Donc le titre du scénario, c'est Master of Revenge, le maître de la vengeance. Alors c'est pas un scénario que j'ai écrit, c'est un scénario qui a été écrit par Mathieu Togores et que j'ai trouvé sur la Scénariothèque. Donc voilà, je l'ai un peu adapté parce que c'était pour l'ancienne version de Culte, ou une des anciennes versions en tout cas. Donc j'ai dû modifier quelques petits trucs. L'essence reste la même. Et voilà, j'espère qu'on va bien s'amuser. Alors ce soir, nous avons à la table du beau monde, messieurs, dames, les viewers et les écouteurs. Nous avons Aliat, qui va jouer. Donc on a dit, tu vas jouer qui, Aliat? Alors je vais jouer Graham Kent, un étudiant du professeur Hammond Eggleston. C'est bien ça. Nous avons Jérôme. Bonsoir. Jérôme, tu vas jouer Daniel Ferreira, mon père Daniel Ferreira. Un prêtre. Nous avons Noran Noise. Bonsoir. Pour ma part, je vais jouer Terence je vais dire O'Reilly, mais c'est O'Leary, qui est garde du corps. Tout à fait. Et nous avons King Babylon, ou Yann. Et donc moi, je vais jouer, ou Yann plutôt, je vais jouer Lauren Freeman, une enquêtrice occulte. Ça promet, ça promet. Donc, écoutez, est-ce que tout le monde a déjà joué à Culte ou pas? Non. Alors, oui. Je ne vais pas vous dévoiler le pitch, parce que c'est un jeu à secret. Ce que vous allez pouvoir savoir, c'est que c'est un jeu d'ambiance. C'est du PBTA. C'est un jeu d'horreur. Donc, il y a... Bon, là, les sujets qui vont être abordés, ça devrait aller pour cette partie. Je pense pas qu'il y ait de sujets Moi, compliqués. je te rassure, t'inquiète pas, dinosaure, je ferai pas de cauchemar cette nuit. Ça devrait aller. J'ai pas de menton. Note pour moi-même. Enlever les dinosaures moutons, les moutosaurus que j'avais prévus. Non, ça va, ça devrait le faire. Par contre, du coup, pour le système de jeu, c'est très simple. Je vais prendre ma fiche de Graham comme exemple. Vous avez des statistiques sur la gauche de votre fiche et vous avez des actions en dessous. En gros, c'est simple. Chaque action correspond à une caractéristique. Et quand je vais vous demander de lancer, par exemple, un jet d'agir sous la pression, vous cliquez sur agir sous la pression. Ça va lancer 2d10 plus la caractéristique. Et il faudra faire plus, en fait, en fonction de combien vous faites. Il faudra faire le plus élevé possible. En fonction de combien vous faites, l'action est plus ou moins bien réussie. Tout simplement. Et il y a des conséquences, bien entendu. Il y a une échelle, on va dire, médiane de difficulté standard. On va dire que si vous faites en dessous de 9, enfin 9 ou moins, c'est pas top. D'accord. Voilà, à peu près. Tu me dis en oral si je résume bien les choses, parce que toi, tu as plus l'habitude d'y jouer que moi c'est ma première fois. Non, c'est très bien. Si je devais résumer en vite fait, c'est qu'il y a trois types de résultats. Effectivement, le 9 ou moins, ça appelle le MJ à faire ce qu'on appelle dans le PBTA un hard move. Donc il est là pour vous faire souffrir. C'est pas de 9 ou moins. Voilà. C'est chaud quand même, 9 ou plus sur 2d6. Là, c'est avec des D10. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est un petit peu différent, effectivement. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, on va commencer. Alors, l'histoire se déroule en 1995. Nous sommes en août 1995. Époque où laquelle Shaggy chante Bombastic à la radio et Stallone et Judge Dredd au cinéma. Ouais. Vous vous situez à peu près? Ouais, ça va à peu près. Ça remonte à longtemps. Vous avez chacun de votre côté reçu le coup de fil d'un certain Hammond Eggleston. Donc vous savez, vous vous êtes un petit peu renseigné sur la personne, vous savez que c'est un universitaire, un professeur très connu à Harvard.
D'ailleurs, il y a un de ses élèves parmi vous. Le professeur Eggleston vous a dit qu'il avait besoin de vos services. Il est resté assez évasif. Il n'a pas donné particulièrement de raison, si ce n'est peut-être à Terence. Terence, il t'a dit qu'il craignait pour sa vie. C'est la raison pour laquelle il avait besoin de toi. Il vous a expliqué que le travail qu'il vous propose dure environ 5 à 10 jours et que vous serez tous plutôt bien payés. Il vous a donné rendez-vous, donc mardi 8 août à 15h30, dans la proche banlieue de Boston, dans sa maison. Une petite maison, assez cossue, au jardin pas très très bien entretenu. Donc on va commencer en fait là, au niveau de la maison, que je vais vous montrer dans un petit instant. La maison d'Eggleston, qui est ici. Hop, elle n'est pas à la bonne taille. Excusez-moi, ça commence bien. Voilà, vous avez la maison donc de Monsieur Eggleston. Pas mal. Voilà. Il vous accueille, chacun votre tour, quand vous arrivez. Alors, qui arrive en premier? On va dire que c'est moi, je suis avec lui. Hein. Comme je suis son assistant. Ouais. Donc, écoute, il m'a convié, hein, il m'a expliqué qu'il allait accueillir des personnes pour un petit job qui serait bien payé. Et il m'a demandé d'en faire partie. Donc, comme je le connais, je le connaissais d'avant, je l'aide à préparer un peu son bureau. Je suis arrivé un petit peu à l'avance, 5 minutes, histoire de préparer son bureau, préparer éventuellement quelques papiers, les chaises, lancer le café, des choses comme ça. Très bien. Est-ce que tu peux décrire physiquement ton personnage, s'il te plaît? Oui, alors c'est un jeune étudiant, Graham Kent. Hein. Je suis étudiant en fait à l'université et je suis son cours qui est basé sur les légendes urbaines. Et je suis un jeune homme de 22 ans. Je suis, typiquement, je ressemble typiquement à un étudiant américain, hein, c'est-à-dire que je peux être assez athlétique, cheveux châtains, les cheveux courts, mais un peu en bataille quand même, petites lunettes d'étudiant, et je suis jeune. Seule chose que peut-être on connaît à mon sujet, hormis le fait que je suis l'assistant du professeur, c'est que je suis ses cours et que j'ai perdu un frère il y a quelques années. Très bien, je te remercie. Ensuite, la personne qui arrive en deuxième, donc qui arrive finalement en premier, puisque Graham était déjà là. J'imagine que ça serait moi. Très bien, je te laisse présenter ton personnage. Donc je vais arriver avec une espèce de minivan noire, pas quelconque, passe-partout, dans lequel je vais avoir quelques affaires. Je pense aussi qu'il doit me servir de moyen de lieu pour dormir aussi de temps à autre, selon les grandes choses que je suis en train de mener. Je baroude et j'ai une vie un peu, en décalé et surtout avec des mauvaises habitudes, disons. Ouais. Physiquement, je suis un homme bien fait de sa personne niveau musculature, étant donné mon travail et mon passé, puisque ancien militaire, il a fait récemment du coup la guerre du Golfe, a eu quelques mauvaises rencontres là-bas, comme on le saura dans les années qui ont suivi et qui font que aujourd'hui il a fallu se recycler dans des métiers qui sont pas tout, comme d'habitude avec les vétérans américains, pas toujours très accueillants. Donc je fais ce que je sais faire. Je le fais peut-être moins bien puisque maintenant je boite. J'ai été blessé au niveau de la jambe. Ok, très bien. Donc Terence, tu arrives en deuxième. Ensuite, entre Lorraine et Daniel, du coup. Alors, plutôt Daniel, parce que je suis toujours en retard, moi. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu de temps à arriver, parce que j'ai toujours l'habitude. Daniel vient toujours en vélo, il passe toujours en bicyclette.
il n'a pas le permis, il n'apprécie pas trop les voitures, donc il a pris son petit vélo, il est parti de bonne heure pour être à l'heure au rendez-vous. En lui-même, Daniel est un prêtre catholique de 40 ans, qui est dans sa petite paroisse depuis pas mal de temps, plus d'une dizaine d'années. C'est un prêtre qui est assez ouvert sur les problèmes sociétaux d'aujourd'hui, donc il n'est pas conservateur, il est plutôt ouvert d'esprit, car il sait que les pauvres âmes ont d'autres chats à fouetter est plus difficile à gérer que les problèmes du monde mortel. Et pour sa part, il connaît Hammond Eglinton depuis 10 ans, depuis que ce dernier a aménagé dans le quartier et qu'il vit à mon église. On a rapidement sympathisé, on est devenus de vieux amis. Très bien. Et du coup, donc là... Et j'amène aussi, bien entendu, je ne viens pas des mains vides comme à chaque fois. J'apporte des petits biscuits préparés par ma grand-mère Quincela que Hammond adore. Très bien, ça fera plaisir à tout le monde. Et donc du coup, la dernière mais pas la moindre, Lorraine. Et donc Lorraine qui arrive dans sa voiture, somme toute classique, pas très bien entretenue, mais bon, qui se dépêche un petit peu, parce que comme à l'accoutumée, est toujours en retard. Donc elle est pas très grande, plutôt jolie, 34 ans. Et elle a, comment dire, elle ne connaît pas vraiment Eggleton. Mais comme elle est intéressée par le travail et par son côté médium de ses enquêtes, elle est très, comment dire, intriguée par l'appel. Très bien. Et du coup, donc vous arrivez tous. Pardon, quelqu'un voulait dire quelque chose peut-être ? Non. J'ai cru comprendre, mais c'est pas grave. Donc effectivement, quand vous arrivez, du coup, Eggleston te demande, Graham, d'aller ouvrir la porte au fur et à mesure aux différents invités et de les emmener au salon plutôt que dans son bureau. Est-ce que je en connais certains ? Tu as peut-être déjà croisé le père Ferreira. C'est possible. Alors que tu étais chez Hammond, le père Ferreira est probablement déjà passé. Quelquefois, tu le connais pas forcément beaucoup, mais tu l'as déjà vu. Pour les autres, pas forcément. Tout dépend en fait si tu as déjà eu l'utilité d'avoir un garde du corps ou d'avoir un médium occultiste avec toi. Non. Voilà. Bon, écoute, j'accueille tout le monde avec le sourire. Je les conduis chacun à leur tour dans le bureau. Je ne sais pas si le professeur est présent dans le bureau ou alors... Non, il t'a demandé justement... Il t'a demandé plutôt justement de les faire attendre au salon plutôt qu'au bureau, parce que le bureau, tu sais, il est tout petit et il est assez encombré. Donc, bon, écoute, je les fais attendre chacun à leur tour au salon. Et, écoute, je me présente systématiquement. Hein. Bonjour, messieurs. Mademoiselle. Bonjour. Enchanté. Bon, j'ai plus de, on va dire, duo pour la demoiselle, hein, que pour le père, évidemment. Ah bah, elle te rend le regard. Et je les accompagne tous. Il y a un café, il y a une cafetière dans le salon. Hein, voilà, on boit tous, je leur sers tous un café en attendant. Et je me présente comme Graham Kent. Je suis l'assistant du professeur. J'étudie son cours sur les légendes urbaines. Je ne vais pas vous en dire plus malheureusement. Je ne sais pas. Je sais que le professeur nous a contactés pour travailler, mais je n'en sais pas plus. Il devrait arriver sous peu. Alors, pour vous décrire un petit peu la maison, assez rapidement. Donc, la maison, comme je disais, elle est dans la proche banlieue de Boston. Elle n'est pas vraiment à Boston. Vous pouvez voir en arrivant qu'il y a un petit jardin, avec un petit jardin sur le devant, avec un garage qui est attenant au jardin. Il y a un étage également à la maison. Pour Terrence, parce que ça, je te le dis, tu regardes systématiquement ces choses-là en tant que garde du corps quand tu arrives, tu vois qu'effectivement, il y a un système d'alarme qui est au niveau de la maison, un détecteur de mouvement, a priori. Quand vous passez par la porte principale, vous voyez que c'est une porte classique, serrure, il y a 2 verrous. La salle à manger, vous passez devant, c'est une salle à manger assez moderne. Le salon, effectivement, il y a un bar
qui est relativement bien fourni. Vous avez également donc, la fameuse machine à café. Sur le bar, vous pouvez voir qu'il y a seulement du whisky qui est entamé, a priori. Vous avez quelques tableaux de style un petit peu impressionniste sur les murs. Pour le reste, donc vous avez Graham qui vous explique que le bureau du professeur est un petit peu plus loin sur le rez-de-chaussée. Et puis à l'étage, ce sera les chambres. Et il y a effectivement au rez-de-chaussée aussi une bibliothèque. Vous avez, alors que vous vous installez, que vous faites un petit peu connaissance, donc le professeur Ramon de Glaston qui arrive. Excusez-moi 2 petites secondes. Hop. Bonjour le professeur. Alors, je vous cherche l'image du professeur. Il est où? Hop, il est très jeune le professeur. C'est ça. Prières. Voilà, vous avez le professeur Ramon de Glaston qui arrive. Donc c'est un homme qui a, on va dire, entre 55 et 65 ans à peu près. Il a des cheveux courts, gris, des petites lunettes, un regard assez vif. Mais il a l'air plutôt inquiet. Quand il vous voit arriver, il semble un peu soulagé, mais vous voyez qu'il y a une inquiétude dans le regard. Et il va vous saluer tous l'un après l'autre avant de s'adresser à vous, pour vous expliquer du coup les raisons de votre présence ici. Bon, je vais faire court. Voilà, il y a 3 jours, j'étais en train de présenter mon livre dans la plus grande librairie de la ville. Je faisais la présentation à des journalistes. Graham, d'ailleurs, me remplaçait à l'université pour donner le cours à ma place parce que j'étais absent. Il y a à la fin un des journalistes qui m'a demandé si je croyais en Candyman. Oui, je ne vous l'ai pas dit. Mon livre porte sur la légende urbaine de Candyman. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. C'est une légende urbaine assez connue sur la côte Est. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Toujours est-il que donc, ce journaliste m'a demandé si je croyais en Candyman. Et bien entendu, je lui ai répondu que non. Cela va de soi. Il m'a demandé d'invoquer Candyman pour plaisanter, très certainement. Et je l'ai fait. Après tout, c'était sans conséquence. Quand je suis rentré chez moi, je me suis endormi plutôt vite, et lorsque j'étais réveillé au milieu de la nuit par un bruit de verre brisé dans ma chambre, j'ai aussitôt éclairé la lumière et j'ai vu que le miroir qui était dans ma chambre s'était brisé et qu'il y avait un message en lettres de sang sur le sol. Le message disait « Tu m'as appelé, toi qui me connais tant, tu vas me rencontrer avant de mourir. » Sur le coup, j'ai cru que c'était la fatigue et l'alcool, mais au matin, il y avait toujours cette trace sur la moquette et ce miroir brisé. Je sais que ça peut sembler étrange, mais je n'ai rien sur les caméras de sécurité. Je ne sais pas du tout qui m'aurait fait cette mauvaise blague. J'ai besoin de quelques jours pour finaliser mes recherches sur Candyman et je sais qu'il me poursuit. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai l'intime conviction. C'est pour ça que je vous ai tous réunis pour que vous puissiez m'aider. Et il vous regarde tour à tour pour je l'écoute parler, tu t'en reviens avec la cuillère dans la tasse de All Grey que Graham aura servi. Comme les poids. Et un peu sceptique parce que je connais pas du tout ce Candyman, ça paraît rien. Ça me parle peut-être parce que ma grand-mère continue à devoir regarder des films d'horreur après les films de Sylvester Stallone, bien entendu. C'est son acteur préféré. Je sais qu'il y a quelqu'un de ça, justement, elle était allée voir. M'avait demandé à la compagnie d'aller voir un film Candyman qui s'était sorti en 92. Mais je ne sais plus trop de quoi parler le film. J'ai à moitié endormi et je ne sais même pas si puisque Hollywood prêche de vrai, de faux et détourne les histoires. J'avoue que je ne connais pas bien ce sujet. Bah écoutez, je peux
prêter mon livre si vous le souhaitez, mon père, en attendant. Cela peut... Vous pouvez toujours le lire, et en tout cas, il n'est pas... Enfin, vous aurez l'essentiel. Peut-être pourriez-vous nous faire au moins partager, nous faire un bref représentation de cette entité. Oui, vous avez raison. Je vous fais ça, je vais chercher mes notes. Et vous voyez qu'il repart rapidement dans son bureau. Je vous laisse réagir en attendant les autres, si vous voulez. Ouais, je regarde les autres pour voir leur réaction. Terence, moi je suis les fesses posées contre un meuble avec pareil une tasse de café qui disparaît presque dans ma main tellement elle est grande et la main, pas la tasse. Et je vais regarder du coup le jeune homme, le jeune étudiant et en fronçant les sourcils essayer de l'interpeller en disant voilà, c'est pas trop eu affaire à ce genre de choses encore. Il est resté professionnel, mais pas besoin de voir quelqu'un, consulter peut-être. Moi, je suis un petit peu étonné dans le sens où, effectivement, ça va un peu à l'encontre des cours du professeur Hammond. Totalement. Je regarde un peu tout le monde. Le professeur est un scientifique qui a pour passion le fait de démonter scientifiquement les légendes urbaines qui ont cours dans notre société et dans la société voisine. Et j'avoue, je suis très étonné par sa demande parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'il nous enseigne. Donc je suis très étonné. Vous savez, mon fils, bien souvent on croit que science et spiritualité sont deux choses complètement opposées l'une à l'autre, mais en réalité, la barrière est fine entre ces deux mondes. Je suis d'accord avec vous, mon père, mais n'oublions pas que les légendes s'inspirent d'une forme de réalité qui est plus historique que spirituelle, sans vous offenser. Je ne peux vous rappeler que le panneau au-dessus de la croix de Jésus, roi des Juifs, qui était par sa naissance, Marie et Joseph étaient descendants directs de David. Donc effectivement, il était roi des Juifs. Je me contente de tout monter. Ça me paraît étrange. Hein. Si je vois bien ma présence ici peut s'expliquer. Hein. Mon père, pourquoi pas, et vous, et je regarde la jeune femme. Pour autant, ne prenez pas les forces occultes à la légère. Vous devriez faire attention. Et puis je fais un grand A de la tête de ce genre-là, quoi. Donc ouais, puis le genre de personne. Puis elle te fixe bien. Je vois que vous ne me croyez pas, mais j'ai rêvé il y a quelques jours justement que Monsieur Eggleston allait mourir, alors que je ne le connaissais pas encore. Quand elle me dit ça, je me suis... Désolé mon père, et pourtant c'est la vérité. Et des funestes augures que vous apportez là, mon enfant. Et sur ces paroles, eh bien, le professeur Eggleston revient. Il vous ramène quelques papiers, quelques notes qu'il a écrits. Alors, par contre, la fiche, c'est un peu... Bon, vous avez le résumé principal là qui s'affiche. Donc, en fait, il vous donne le résumé en fait, de ce qu'il a écrit dans son livre, les choses principales sur l'homme derrière le mythe de Candyman. Donc, est-ce qu'il y en a un de vous qui veut le lire à haute voix? Je ne sais pas, un étudiant est formé à ça. Alors, étudiant, vas-y, Graham. Né en 1871, Daniel Robitaille n'a jamais vraiment connu l'esclavage. Mais il a quand même servi chez un maître cruel qui se fichait de l'abolition de l'esclavage en Louisiane. Très doué pour les arts, en particulier pour la peinture, son maître Jonas Dawson lui fait faire le portrait de sa fille Caroline. Daniel et Caroline tombèrent éperdument amoureux. Et Caroline, fut enceinte peu après. Bien sûr,
Quand le père de Caroline s'en aperçut, il voulut tuer Robitaille. Robitaille, hein, c'est bien ça? Robitaille. Robitaille. Après une intense poursuite, Robitaille fut rattrapé par son maître et d'autres blancs. Jonas trouvait la mort trop douce et fit donc trancher la main droite de Robitaille, puis, après l'avoir barbouillé de miel, il brisa une ruche à côté. Le noir a bien sûr été tué et Caroline a assisté à sa fin. Mais on dit que leur amour était si fort que Daniel Robitaille n'a pu mourir totalement. Plusieurs meurtres inexpliqués ont depuis été attribués à Candyman, et plusieurs communautés noires lui vouent un culte, essentiellement dans l'est des USA. Il joue aussi le rôle d'un croque-mitaine. La légende urbaine raconte que pour appeler Candyman, il faut le prononcer 5 fois son nom devant un miroir ou une surface réfléchissante. Il apparaît alors dans un délai plus ou moins long et tue celui qui l'a invoqué. Merci. Il faudrait travailler un peu mieux votre diction, jeune homme. Oui. Il est fatigué, le pauvre Graham. Il a donné des cours pendant tous ces jours où le professeur était occupé, donc il est excusé. Donc effectivement, vous apprenez un petit peu toutes ces informations sur Daniel Robitaille et sur Candyman, du coup. Le professeur Eggleston va vous expliquer que là, il doit continuer ses travaux, il doit travailler jusqu'au soir avant d'aller se coucher. Il va vous laisser vous organiser. En fait, il a vraiment besoin de vous pour assurer sa sécurité pour le moment, plus qu'autre chose. Et il va également s'adresser au fait à son étudiant ainsi qu'au père Ferreira. Quand il va vous expliquer que pour poursuivre ses investigations, il va certainement devoir se rendre à la Nouvelle-Orléans par la suite. Donc il faudra que vous l'accompagniez. Alors, voilà. Je vais vous laisser... Vous pouvez faire comme chez vous. N'hésitez surtout pas. Graham, tu connais la maison. Tu peux faire visiter aux autres. N'hésitez pas à vous servir dans le réfrigérateur ou dans le bar si vous en avez besoin. Vous pouvez dormir dans la chambre d'amis ou bien dans la chambre de mon fils. Sans aucun problème. Il n'est pas là. Il est chez sa mère actuellement. Permettez-moi, Amande. Vous avez parlé d'une inscription que soi-disant l'entité aurait laissée. Oui. Est-elle toujours présente? On la voit. Oui, bien sûr. Je ne l'ai pas effacée. J'ai préféré attendre que quelqu'un vienne voir. N'hésitez pas, allez-y. Et il indiquera en fait, Graham, tu sais où est sa chambre à l'étage, donc tu pourras amener les autres pour voir cette inscription. La maison à tout le monde, je leur attribue plus ou moins les chambres. Hein. Mm-hmm. Bon, après les chambres, il n'y a pas beaucoup de lits, donc il va falloir se serrer un petit peu. Vous avez dans la chambre d'amis, il y a un lit, une place. Dans la chambre du fils, c'est un lit, 2 places. Vous êtes 4, il y a 3 lits, et il y a le canapé qui est au rez-de-chaussée. Donc après, à vous de voir comment vous répartissez un petit peu les pièces. Je prends la place pour le dos déjà. Hein. Quand je présente la chambre d'amis, je peux vous prêter ma chambre, hein, si vous le voulez. Je me souviens plus le nom de la jeune fille. Lorraine. Lorraine, je peux vous prêter ma chambre? Avec joie. Donc Lorraine aura la chambre d'amis. Nous prendrons d'autres espaces afin que vous ayez votre intimité. C'est bien aimable. Et donc vous allez effectivement jusqu'à la chambre du professeur Eggleston. Quand vous entrez dans sa chambre, vous voyez que c'est une chambre qui n'est pas très très grande. Il y a à peine la place pour un placard mural avec des façades un petit peu réfléchissantes, mais c'est pas vraiment du miroir, c'est comme du bois un petit peu laqué. Vous avez le lit qui est contre un mur à peu près au milieu de la chambre avec une table de nuit de chaque côté. Hein. Il a un grand lit queen size
vous avez en face du lit une espèce de petite commode. Et au-dessus de la commode, ce qui semble être un miroir. Miroir qui est actuellement brisé. En fait, quand vous entrez dans la pièce, vous entrez face à la commode. Et la commode est plutôt sur votre droite. Vous arrivez contre le mur. Et effectivement, du coup, vous voyez les bris de miroir une partie a certainement été nettoyée, ce qui est tombé sur le sol parce qu'il fallait bien qu'il puisse passer. Mais vous en avez toujours sur le dessus du meuble. Et puis au sol, effectivement, il y a marqué les mots que vous a dit le professeur. Mot pour mot, hein, exactement la même chose. Donc voilà, c'est écrit en lettres capitales. On a répété ce qu'il y a écrit déjà. Oui, il y a écrit « Tu m'as appelé, toi qui me connais tant, tu vas me rencontrer avant de mourir. » Et c'est écrit en lettres capitales. Alors, c'est écrit comment, en fait? Écrit comment, c'est-à-dire? Excuse-moi, c'est une écriture manuscrite, une écriture avec un outil, c'est une écriture... Ah, ça a l'air d'avoir été... Tu sais, quand tu trempes ton doigt dans le sang et que tu écris des lettres majuscules. D'accord. Ça a été écrit comme ça, a priori. Il n'y a pas l'air d'y avoir... en rouge. Ouais, c'est écrit en couleur, enfin, c'est du sang, quoi. Okay. Vraiment. Et il n'y a pas l'air d'y avoir de faute. Vous savez pas, vous pouvez vérifier, essayez. Non, c'est ça. Donc du coup, je cherche à vérifier si c'est du sang, quoi. Ouais. Écoute, il y a pas de souci. Grâce à mon passé d'enquêtrice. Ouais, je pense que tu peux savoir ça sans aucune difficulté. Tu touches un petit peu, c'est un petit peu poisseux, un peu coagulé. Tu sens, il y a cette odeur de féreuse de sang. Et effectivement, c'est bien du sang. Je peux sans doute le confirmer au besoin aussi. Oui, vous êtes à vous deux, vous confirmez sans aucun problème que c'est bien du sang. Et je vais me tourner, je veux dire, mais est-ce que la police a été prévenue? La police ne me croit pas. Je les ai appelés, forcément, bien sûr, dès que j'ai vu ça, mais ils se sont dit que c'était un plaisantin et ils m'ont simplement pris les bandes de sécurité avec de mes caméras, mais ils n'ont rien trouvé. Alors ils ont dit que c'était peut-être moi qui avais fait ça pour faire de la publicité pour mon livre. Ouais, je peux comprendre. Enfin, une réaction fidèle à eux-mêmes. Vous pouvez m'excuser, je vais faire le tour de la maison extérieure-intérieure. Oui, bien sûr, allez-y. Merci. Bien sûr. Je vais m'effacer. Ok, donc toi tu vas faire le tour intérieur-extérieur, voir un petit peu, j'imagine, les entrées, les sorties possibles, etc., etc. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, j'aimerais essayer deux choses. Déjà, j'aimerais tester le système de jeu en faisant le mouvement de chercher des indices dans la salle de bain. Dans la salle de bain? Ouais, ok. C'est là où il y a la scène qui a eu lieu. Non, c'est dans la chambre que la scène a eu lieu. Ah, dans la chambre, dans la chambre. Puis après, une fois que j'aurai fait ça, je vais tenter d'aller voir Amon pour lui proposer de prier ensemble. Ok, très bien. Je retiens, je vais faire les uns après les autres. Les deux autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je vais essayer de voir par rapport au pouvoir que j'ai, si je ressens quelque chose justement d'occulte par rapport à tout ce qui... Enfin, à la scène, on va dire, de crime. Même s'il n'y a pas de crime, mais... Ok, très bien. Et Graham? Moi, je cherche dans la bibliothèque, ou alors la bibliothèque qui se trouve dans le bureau, si le professeur le permet, des ouvrages traitant de Candyman en dehors de son propre ouvrage, hein, ou alors où je me sers de biographie en fait de l'ouvrage, pour voir éventuellement si j'arrive à trouver autre chose sur le Candyman. Ok, très bien. Alors on va faire ça un par un. On va commencer du coup par Terence. Donc Terence, toi de ton côté, tu vas faire un petit peu tout le tour de la maison. Tu regardes quoi exactement? Alors l'extérieur, l'intérieur. À l'intérieur, je vais essayer déjà de me repérer, ne serait-ce que voir toutes les pièces, savoir un petit peu comment elles sont faites pour avoir les dispositions, les points d'entrée, tout ça. Et ensuite mettre en corrélation avec l'extérieur, voir si par exemple il y a est-ce qu'il y a du vis-à-vis, est-ce qu'il y a des points d'accès plus dissimulés, mettons au niveau du jardin, les arbres, tout ça, le côté mitoyen aussi. Alors,
tu vas faire un petit peu le tour, tu vas assez rapidement analyser l'intérieur, en tout cas. Tu vois que c'est plutôt bien sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le système d'alarme est quand même bien foutu. À l'extérieur, tu vois comme à l'entrée, il y avait 2 caméras à l'entrée, il y avait un système d'alarme à reconnaissance de mouvement. Et ce système d'alarme-là, il n'est pas seulement sur la porte d'entrée, il est également sur la porte de derrière et sur les différentes fenêtres extérieures. C'est à se demander s'il n'est pas un petit peu paranoïaque, le professeur Eggleston, parce que vraiment, tout a l'air archi sécurisé. Pas Moi, je me dis que le outre travail est mesure, facilité. mais voilà. Le travail sera totalement facilité à ce niveau-là. Niveau entrée-sortie, tu vas avoir la porte d'entrée puis la porte de derrière. La porte de derrière donne dans la cuisine. Les pièces sont pas super grandes, c'est une petite maison de la banlieue de Boston, donc du coup c'est vraiment les petites maisons pas mitoyennes parce que sont pas collées les unes aux autres, mais il n'y a pas énormément d'espace entre chaque maison, c'est-à-dire qu'en gros le mur de la maison d'Eggleston va être, je sais pas moi, 3 mètres maximum du mur de la maison d'à côté. Ok. Donc vis-à-vis, il y en a parce qu'il y a des fenêtres qui sont face à face. C'est possible. Encore qu'ils n'ont pas mis beaucoup de fenêtres côté mur parce que c'est pas hyper intéressant. Mais il y en a une ou deux. Il y en a une de chaque côté quand même, au cas où. Et puis voilà, sinon, si tu veux avoir un détail en bas, tu as qui vont donner sur la rue. Côté entrée, tu as 2 fenêtres au rez-de-chaussée. Je sais plus, attends, on va regarder les fenêtres qui sont sur la maison. Attends, je vais pousser le professeur Eggleston de là. Tu as une fenêtre à côté de la porte d'entrée, 2 à l'étage et 2 au-dessus du garage. Plus après une espèce de vasistas dans ce qui semble être une autre chambre à l'étage. Certainement, ça doit être certainement la sienne. Et puis après, à l'arrière, tu as plus ou moins la même configuration. Tu as encore 2 fenêtres à l'étage, 2 fenêtres au-dessus du garage et puis une fenêtre à côté de la porte. C'est en miroir, en gros. Ça marche. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, je vais me gribouiller ça sur un carnet, prendre ça en Très note et puis revenir, je pense, dans la salle de la pièce de vie en attendant. Très bien. C'est sympa. En attendant, nous avons donc le père Daniel Ferreira qui, lui, voulait investiguer un petit peu, essayer de trouver des indices dans la chambre, dans la chambre à coucher. Écoute, on va faire... Moi, je prends mon padane de crucifix à main, je m'armonne une prière au Seigneur, tout en regardant un peu la scène. Quelqu'un curieux d'essayer de comprendre comment cette inscription a pu apparaître ici. Comment est-ce que c'est quelqu'un qui l'aurait... Un humain pourrait-il le faire lui-même? Est-ce que ça aurait pu être le professeur? Et puis, tout en essayant de ressentir présence. Alors, ça peut être fait avec différentes actions. Soit tu observes de façon plutôt globale, donc ça va être plutôt un observer la situation. Soit tu cherches spécifiquement des indices physiques. Dans ce cas-là, ça sera chercher des indices. Soit tu essayes vraiment de voir quelque chose d'occulte. Dans ce cas-là, ça sera peut-être plus voir au travers de l'illusion. Ah, voir au travers de l'illusion. Donc je vais d'abord faire, je suis quand même pragmatique, je vais d'abord chercher des indices qui me permettent de faire voir à travers l'illusion. D'abord, on y aborde le matériel, puis après le spirituel. Très bien, ça va prendre un petit moment quand même, le temps de chercher les indices. Je te laisse faire le premier jet de la soirée, messieurs, dames. Alors, c'est un peu compliqué parce que concrètement, il n'y a rien en fait. Tu as beau chercher, tu cherches des indices matériels, physiques, t'en trouves pas. Tu vois effectivement ces lettres écrites avec du sang, mais tu vois pas de taches de sang particulières, tu vois pas de petites coulures comme si quelqu'un s'était blessé ou coupé volontairement et puis tu sais qu'il aurait écrit avec son sang ou même qu'il aurait pris du sang de porc. Tu dis c'est peut-être du sang de porc comme dans ce vieux film Carrie que ta grand-mère aimait tant, tu vois, par exemple. Et tu te dis bon attends, c'est pas possible, j'arrive pas à voir.
est-ce que la personne aurait pu se couper avec le miroir? Mais non, il n'y a pas de sang non plus sur le miroir. Et en fait, en essayant de voir si tu vois des traces sur le miroir, tu effaces un petit peu même ce qui est écrit. Tu vois, tu marches un peu dessus sans t'en rendre compte et du coup, tu effaces un petit peu l'avertissement qui a été écrit. Je suis pas forcément à l'aise du sang et tout. Ouais, ça se comprend. C'est vicieux. Ça peut totalement se comprendre. Avant de te faire chercher au travers de l'illusion, on va passer du coup à Lorraine. Donc Lorraine, toi de ton côté, tu essaies de rechercher plutôt des trucs un peu mystiques. Oui, c'est ça. Du coup, ça rejoint en fait un petit peu ce que voulait faire le père Ferreira. Oui. Au final, je vous laisser le faire tous les deux. Ce jet de voir au travers de l'illusion. Du coup. Alors, parti. Ouais. Belle victoire. Magnifique. Daniel, tu peux le faire aussi. C'est mieux. C'est mieux. Alors, Lorraine, de ton côté, tu essayes de comprendre de façon... Merde, excusez-moi, ça c'est moi. Tu essayes de comprendre de façon un peu surnaturelle comment ça aurait pu se produire. Tu comprends que c'est surnaturel, mais tu as du mal à analyser ce que ça peut être. Et en fait, à un moment donné, tu as cet éclair dans ta tête, cette vision très brève d'un homme noir, grand, vêtu d'une redingote sombre, cette vision que tu as eue dans ton rêve, de cet homme qui est en train de trancher avec son crochet le père, enfin pas le père Ferreira, j'allais dire, le professeur Eggleston, le professeur Eggleston. Et tu me fais un petit jet de garder le contrôle, s'il te plaît. Enfin, on l'avait dit, hein, sur un 9 ou moins, le MJ il fait mal. Hein. Très bien. Tu choisis ce qui t'arrive parmi cette liste. Donc, soit tu es en colère, soit tu es effrayé à cette vision, soit ça te rend triste, ou bien tu peux te sentir coupable, obsédé par cette personne que tu veux potentiellement protéger, peut-être au péril de ta vie, ou bien tu es distrait, tu es perturbé, ça te perd un peu dans tes pensées. Ou bien tu seras hanté par cette expérience plus tard. Plutôt obsédé. Très bien. Bon, la relation... Alors par contre, du coup, ça, je demande à Neural Noise. Les relations, je n'en ai pas mis de base. Ça sera pas utile, Alain. Ouais. Ça sera pas utile. C'est pour ça. Donc... c'est pour mettre en jeu, justement, des relations entre les gens. Après, pour le coup, celle-ci, on pourra peut-être la jouer. Donc, je sais pas si le point en relation va jouer à quelque chose, ça j'en sais rien. Mais on peut jouer le fait que tu es du coup obsédé par l'idée de vouloir protéger à tout prix cet homme. Ça y est, pas de souci. Je vais faire ça alors, ouais. Très bien. Et du coup... Juste pour info, logiquement, alors, si je me souviens bien, sur le fichier de personnage, tu peux forcément cocher la condition que tu prends pour ton personnage pour pas louper. Je sais pas si tu... Stabilité, si ta blessure, ta stabilité, tu cliques et ça t'ouvre le panneau déroulant qui est traduit en français pour le coup. Oui, d'accord, mais là en l'occurrence, il a pas ça. Ah non. Parce que du coup, en fait, la stabilité, si tu veux, c'est qu'en fait, au fur et à mesure de ce qui va vous arriver, vous risquez de perdre en stabilité, ou vous allez même perdre en stabilité, c'est quasi obligatoire. Et du coup, ça vous donnera des malus. D'accord. C'est pas... Là, si par exemple, Lorraine avait choisi d'être effrayée par sa vision, elle aurait perdu en stabilité. C'est-à-dire que au lieu d'être posée, elle serait passée à mal à l'aise. Ah, oui, et du coup, elle aurait d'accord, c'est un truc qui est dégressif. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est bien ça, hein, je dis pas de bêtises. C'est ça. Très bien. Et du coup, donc par contre, le père Ferreira, lui... a bien ressenti ce qui se passait. Et ce que tu peux voir,
voir, t'as comme une espèce de vision, tu vois, de ce qui s'est passé. Et tu as vu, toi aussi, un homme noir, grand, en redingote, avec un crochet à la main. Tu l'aperçois plus en silhouette, vraiment, comme si c'était très diffus, tu vois, comme une espèce d'image rémanente, un petit peu. Et tu le vois qui, d'un coup de crochet, brise le miroir. Tu le vois qui s'entaille la main. Qui s'entaille le bras, plutôt. Le bras où il y a le crochet. Et avec le doigt de sa seule main, il écrit l'avertissement sur le sol. Cette vision s'efface. Et juste avant qu'elle ne s'efface, tu vois très rapidement le visage de l'homme qui se tourne vers toi, comme s'il te voyait. Et l'image disparaît. Graham, tu faisais quoi de ton côté? Tu allais à la bibliothèque. Moi, j'étais en train de faire des recherches au niveau des bibliothèques du professeur afin d'en connaître plus sur Candyman, parce que je présume que j'ai déjà lu et étudié son livre. Absolument. Et donc là, je pousse de façon un peu plus approfondie mes recherches, notamment en me servant de la biographie du livre et en essayant de trouver quelques indices, parce que je reste très dubitatif sur le fait qu'il ait vraiment invoqué Candyman. Mais bon, ça reste le professeur, et donc je me dis que bon, c'est peut-être un test, donc je me dis je vais chercher des indices à travers les bibliographies pour savoir si on peut arrêter l'invocation de Candyman. Ok. Tu vas chercher un petit peu dans la bibliothèque personnelle du professeur. Tu vas également reprendre son livre pour le refeuilleter. Tu le connais quasiment par cœur à force de l'avoir lu, relu, et puis et étudié, parce que du coup tu es en train d'écrire ta thèse dessus. Et tu te rends compte que le professeur en fait a fait vraiment un travail de recherche assez poussé, parce que tu as du mal avec les informations que tu as à rassembler plus d'indices sur ce Daniel Robitaille. Ce que tu sais, c'est sensiblement ce que le professeur vous a résumé, qu'il vient effectivement de la Nouvelle-Orléans, en tout cas de Louisiane. Le professeur t'a parlé de la Nouvelle-Orléans, et en fait, quand tu fouilles un petit peu, tu vois qu'effectivement, Daniel Robitaille est né à la Nouvelle-Orléans, et que, a priori, c'est bien là-bas que se passe justement, sa vie. En me servant de ce point géographique, je cherche éventuellement des rituels voodoo, ou alors en Louisiane, qui se rapprochent de cette croyance au Candyman, et peut-être que cette légende du Candyman viendrait plus des croyances et des croyances vaudou. Alors ça, malheureusement, tu vas pas trouver, parce que la raison est très simple, et ça, si tu demandes au professeur, il va te l'expliquer. C'est que c'est pas du vaudou, clairement. Ça n'a rien à voir avec du vaudou, mais Candyman, il est vu comme un croque-mitaine. Ça, c'est ce qui a été dit dans son petit résumé. Mais il est également vu un peu comme un sauveur par les communautés noires américaines. Parce que déjà, il est vu comme un martyr. Il était amoureux d'une femme blanche. Il a été torturé, puis tué pour cette raison-là, clairement. Donc forcément, il est vraiment vu comme un martyr, quelqu'un qui est mort pour son amour, d'avoir aimé, en fait. Et eux, en tout cas les Noirs, le voient comme quelqu'un qui est là pour les sauver et pour les venger. C'est tout ce que tu peux savoir. Après, le professeur, il va t'expliquer que lui, la raison pour laquelle il veut aller à la Nouvelle-Orléans, c'est justement pour trouver plus d'informations sur lui, de savoir
de pouvoir même se sauver lui-même au final, parce que si effectivement il est vraiment victime de la malédiction de Candyman, il va mourir. Il sait pas quand. Ça peut être dans 2 jours, comme ça peut être ça peut être dans 2 heures ou ça peut être dans 6 mois. C'est assez aléatoire. À partir du moment où quelqu'un invoque Candyman, le temps entre l'invocation et le décès de manière généralement relativement violente, c'est extrêmement aléatoire. On ne sait pas le temps que ça peut prendre. Et lui, il veut aller justement à la Nouvelle-Orléans pour essayer de trouver un moyen de se débarrasser de Candyman, de le vaincre une fois pour toutes, histoire d'être tranquille, de pouvoir survivre. Donc après, il faudra faire des recherches là-bas, parce qu'il n'a pas plus d'informations ici, et que c'est là-bas qu'il pourra très certainement avoir accès aux données de la mairie, peut-être voir directement avec les communautés là-bas noires également, si eux peuvent peut-être le renseigner plus en amont, etc., etc. Mais là, pour l'instant, malheureusement, il n'a pas plus d'infos. Ok. Moi, j'aurais essayé. Tu aurais essayé. Tu veux voir autre chose, du coup, ou pas? Parce que tu as d'autres choses à lui demander. Je pense que déjà, ça me prend pas mal de temps. Ça prend pas mal de temps. Ça prend effectivement le temps que l'un fasse l'inventaire des différentes ouvertures de la maison, que les autres fassent leurs investigations. Donc, arrivé à ce moment-là, on est le soir. Le professeur a préparé rapidement un petit repas. Oui. Si tu me permets, juste pendant que je finis ce que j'étais en train de faire, juste après, en fait, j'aimerais juste nettoyer l'avertissement. Oui. Je vais éviter que c'est trop longtemps de sans souci. Je sors en fait parce que du coup, je savais que il allait m'appeler un peu à l'aide, Amande, donc j'ai pris mon gros sac de sport que j'ai en bandoulière, dans lequel je l'outil de travail. Je sors un spray, tu sais, un peu comme le spray Javel, mais que je change toujours avec de l'eau bénite. Oui. Pour nettoyer ces traces de sang. Vas-y. Puis je vais sortir un cierge en l'honneur de Joseph, le charpentier de Nazareth, le saint patron, pour que je vais allumer, poser sur la commode et allumer, et m'assurer que la pièce soit bien fermée pour éviter que les courants d'air éteignent la flamme. Ok. Très bien. Histoire d'apporter une sorte de protection au moins à cette pièce. Très bien, je te l'autorise, il n'y a pas de souci. Donc tu fais ça, et pendant ce temps-là, le professeur en fait va sortir de son bureau, préparer le repas. Vous mangez dans un relatif silence, avant que vous ayez peut-être des questions à lui poser, mais lui il va rester assez silencieux, plutôt dans ses pensées. Donc je sais pas si vous avez des questions à lui poser avant que le soir arrive ou pas. Moi oui. Je lui demande, mais honnêtement, que vous étiez passé par la tête, professeur. Comment ça? Vous voulez dire quand j'ai invoqué Candyman? Oui. Je n'y croyais pas. Enfin, tu me connais, Graham. Je suis quelqu'un qui est très cartésien. Voyons, je n'ai jamais cru que ce soit en Candyman, en Bloody Mary, même en Jack l'Éventreur. Enfin, je veux dire, tout ça sont des légendes. Enfin, je le pensais jusqu'à cet incident. Est-ce qu'il a l'air sincère quand il dit ça? Il a l'air totalement sincère. D'accord. Est-ce que j'ai remarqué quand il parle des coupures sur lui, des choses comme ça? Genre une coupure au doigt? Non, il n'y a pas de coupure au doigt. Il n'a pas de blessure, en tout cas rien que tu puisses voir. D'accord. Il a l'air totalement sincère et il a vraiment l'air, un peu moins effrayé maintenant que vous êtes là peut-être, mais tu sens quand même qu'il y a une certaine angoisse dans sa tête. Enfin, tu peux pas le ressentir vraiment, mais ça se voit. Tu vois, il est pas comme d'habitude. D'habitude, il est plutôt enjoué, plutôt jovial. C'est quelqu'un d'extrêmement ouvert. Et là, par contre, il a l'air plus renfermé sur lui-même, un peu presque. T'as l'impression qu'il a presque un peu vieilli. Tu vois, il est tassé par par le stress très certainement et par l'angoisse, l'inquiétude qu'il ressent. D'accord. Tu sens qu'il est vraiment pas bien. Ok. Les autres? Je réfléchis. Moi, je fais juste attention pour voir si il a une consommation de whisky excessive par rapport à la bouteille qui était entamée. Tu vois qu'effectivement, alors pas au moment du repas,
Mais après le repas, effectivement, il va se prendre peut-être 2-3 verres de whisky pour s'aider à dormir. Il va expliquer, si tu le regardes, tu le fixes un petit peu d'ailleurs. Hein, Oui, je me cache pas. Hein. Voilà, il va te regarder et dire écoutez, je suis dans un tel état de boule de nerfs que si je ne bois pas, je ne me calme pas. Permettez-moi, Armand, de vous poser une question. Durant vos recherches, avez-vous peut-être contrarié certaines personnes? Car si j'ai bien compris le passage de vos recherches que vous avez lu Graham, cette entité peut être utilisée comme une sorte de croque-mitaine par la communauté noire. Avez-vous pu leur porter du tort d'une quelque manière? Eh bien, non, je ne pense pas. Je ne les ai même pas approchés. Je n'ai posé de questions à aucune personne de couleur. Vous avez décrit vos recherches d'isolement seul? Eh bien, j'ai fait mes recherches de manière académique, c'est-à-dire dans les livres. J'avais prévu effectivement de me rendre déjà de base à la Nouvelle-Orléans pour faire des recherches un petit peu plus poussées, peut-être dans le cadre de faire un second livre sur le sujet. Mais je vous avoue que là, avec ce qui se passe, ces recherches s'avèrent un petit peu plus urgentes que prévu et de nature un peu différente. Donc c'est de votre propre initiative alors que donc vous avez récité cette, question. Bon, ce n'est pas de ma propre... Enfin, oui et non. C'est ce journaliste qui m'a mis au défi de le faire. Un journaliste vous a mis au défi de le faire? Oui, bah vous savez bien comment ça fonctionne, mon père. Quand on dit qu'on ne croit pas en quelque chose, ah bah prouvez-le. On vous dit, eh bien vous le prouvez. Et qui est ce journaliste? Oh, je ne sais plus son nom. Un journaliste du Boston Herald, je crois. Peut-être l'avez-vous écrit dans votre agenda, professeur? Non, je ne crois pas. Je n'ai pas noté les noms de ces personnes-là. Je sais qu'il y avait plusieurs journaux qui devaient être représentés, et puis je n'ai pas demandé la liste à mon agent, je vous avoue. C'est bien dommage, c'est le genre d'information qui aurait pu servir. Et tu vois que quand j'aurai fini de parler avec lui, je me permettrai de mettre ma main sur son bras pour quitter son verre de whisky, pour lui faire reposer doucement le verre. La prière est plus à même à abreuver votre esprit. Vous avez peut-être raison, mon père. Ouais, voulez-vous bien m'accompagner pour une prière avant que j'aille me coucher? Bien sûr, c'était une prière de protection. Je vous remercie. Et du coup, il va te demander, Daniel, de l'accompagner. Alors, pas dans sa chambre, hein, pour le coup. Faut pas abuser non plus. Cela ne nous regarde pas. Voilà. Mais tout de suite. Il n'est pas assez jeune. Ah, mais si. Voilà, au secours. Non. Et non, du coup, effectivement, vous allez dans son bureau pour prier. Et j'essayerai de faire une prière à son ange gardien. Car tout homme sur terre, s'il n'a point commis de péché, un ange gardien. Et on récitera la prière de Ange de Dieu, toi mon gardien, à tout instant veille sur moi, la nuit, le jour, le soir et le matin. Toute ma vie, sois mon soutien. Garde-moi de tout mal et guide-moi vers la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous remercie, mon père. Je sens que la nuit se passera mieux que la précédente. Et essayez de prendre un peu de repos et je lui glisserai entre les mains un chapelet. Merci beaucoup. Et il va garder le chapelet et il va effectivement te souhaiter la bonne nuit et puis prendre congé de vous tous avant de monter se coucher. De votre côté, comment vous organisez votre soirée et votre nuit? Je pense que je vais aller sur le canapé, je vais prévenir les autres, moi. Je vais leur dire, écoutez, je pense que c'est le soir où on est le plus en difficulté, donc je suis habitué à tout ça, je vais rester au rez-de-chaussée. Vu les bonnes protections de Monsieur Eggleston, je pense que le rez-de-chaussée reste le plus vulnérable. Donc vous pensez qu'il est en sécurité dans sa chambre à l'étage? Je vais rester plutôt dans je vais pas dire le protocole, mais dans le vraisemblable, si vous voulez. D'accord.
Les autres? Moi, je pense que je dois avoir quelque chose comme un petit lit pliable dans le bureau, dont je me sers de temps en temps quand j'étudie tard le soir et que je n'ai pas de taxi pour entrer. Ouais, Donc là, je vais dormir là. Mais alors, j'ai 2 questions à te poser, je t'écoute. essentielles. Nous sommes en 1995, à Oui. l'année charnière du développement d'Internet. Est-ce Oui. que dans le bureau professionnel du professeur ou dans la maison, nous avons un accès à Internet? Alors, dans son bureau, il y a effectivement un ordinateur. Alors, pas dernier... Enfin, si dernier cri pour les années 90. Il y a un ordinateur avec une imprimante, un modem et un fax. Je suis sûr que c'est un 486 SX. Certainement. Tu t'y connais mieux que moi, je pense. Donc, oui. Donc, bon, bah écoute, je vais faire une chose avant de dormir, c'est voir sur le site du journal, parce que bon, en tant que gros journal, il doit avoir un référencement des journalistes travaillant dans le journal pour voir s'il y a des articles au nom de ce fameux journaliste. Du moins, d'avoir une liste des journalistes, peut-être. Et le deuxième point, je voulais savoir si le professeur avait une secrétaire à l'université. Oui, il en a certainement une. Tu la connais, hein, bien sûr. Bah, écoute, le but étant de l'appeler demain pour lui demander si elle a noté un rendez-vous quelconque avec un journaliste dans l'agenda du professeur ces derniers temps. Ok, très bien. Donc Voilà. ça, tu le feras, c'est quelque chose que tu feras demain. Et Oui, bien sûr. le soir même, tu vas un petit peu surfer sur le web de l'époque, qui est pas très très fourni d'ailleurs. Non, C'est vraiment les... AOL, là. AOL, c'est les prémices d'Internet à l'époque. Et tu vas trouver effectivement sur le site du Boston Herald une liste de différents journalistes, enfin des pigistes qui travaillent pour le journal. Tu pourras prendre les différents noms. Il n'y a pas de souci. D'accord, pas de problème. Voilà. Après, il n'y a pas d'infos sur tel journaliste est spécialisé dans tel truc, etc. Ok. Donc, tu as juste une liste des personnes qui y travaillent. Il me reste qui? Du coup, il me reste Lorraine. Eh bien, pour moi, j'ai une question par rapport à mon rêve prémonitoire. Est-ce que je reconnais l'endroit où je vois le décès d'Eggleston, mais dans la maison? Parce que je repère que c'est une pièce de la maison. Je réfléchis à ça. Est-ce que tu as quelque chose qui te permet de t'en rappeler? Et dans 2 secondes. Je vais te demander de me faire un jet de chercher les indices parce que tu réfléchis dans ta tête à ce que tu as vu dans ton rêve. Voir si tu arrives à t'en rappeler ou pas. Eh ben, c'est parti. C'est formidable. C'est pas facile en ce moment. Non, c'est très Un peu difficile. fatigué. C'est très difficile. Tu dors très très mal. Tu fais vraiment beaucoup de rêves assez bizarres. Tu te rappelles pas, malheureusement. La seule chose dont tu te souviens, c'est de cet homme qui est toujours avec ce même physique assez particulier. En redingote. Oui, exactement. Et très grand aussi, vraiment grand, quasiment 2 mètres de haut. Enfin, déjà, le professeur Eggleston est assez grand, mais lui, tu vois qu'il était plus grand encore, surtout quand il était penché sur lui. Tu le revois en train de le taillader avec son crochet, la même vision que tu as eue plutôt dans la chambre. Et non, tu ne vois pas où c'est. Par contre, effectivement, alors que tu te focalises en fait sur cet homme en redingote, tu sens derrière lui comme une ombre. Tu vois comme une ombre derrière lui. Tu saurais pas dire ce que c'est, mais tu sais tu sens qu'il y a quelqu'un derrière lui. Donc dans la pièce, il y a 3 personnes. Enfin, 3 personnes. Dans okay, la 3 pièce. entités. Dans la pièce, ou en tout cas, peut-être qu'il le manipule. Ou pour qui il travaille, tu sais pas. Mais tu sens qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui, pas forcément physiquement. D'accord. L'occultisme, c'est pas de tout repos. Alors, je vais aller... Comme je suis assez fatigué, je vais aller me coucher assez tôt. Très bien.
Du coup, j'imagine que Terence, tu vas monter la garde. Oui, carrément. Ouais. Tu vas faire nuit blanche. Bah écoute, J'irai pas ça. Hein. J'ai l'entraînement pour être aux aguets au moindre détail. Hein. Les petites blagues des copains qui s'amusent à essayer de faire des choses. Je sais pas, j'allais peut-être saisir le pistolet pendant la guerre et qui se font surprendre et qui... Voilà. Bref, je suis habitué à être en demi-sommeil sur le qui-vive. Je pense que je vais même profiter pour vraiment dormir en début de nuit. Ouais. En me disant que c'est rarement en début de nuit que les problèmes arrivent. Quoi. Très bien. Et les autres, est-ce que vous dormez ou est-ce que vous décidez de veiller un petit peu ou de monter la garde? Pour ma part, je vais veiller un petit peu dans un des fauteuils du salon, sortir un livre, pas la Bible, mais un autre livre écrit par d'autres prêtres, une sorte de recueil d'expériences, différents prêtres par rapport aux expériences occultes et exorcismes, voir si des consoeurs ont eu ce genre d'expérience. Ouais. Et tout en veillant, en parcourant un petit peu ce carnet et tout, s'il y a d'autres membres du groupe qui sont présents dans le salon et qui veillent aussi, bien je les interrogerai un peu sur eux, comment ils connaissent un monde, quelles sont un peu leurs expériences. Je vous laisse surfer un petit peu si vous voulez pour ceux qui restent là, dans le salon. Donc du coup j'imagine qu'il n'y a plus que Terence au final. Bah ouais. Moi je vais m'installer dans un... Je sais pas s'il a un fauteuil, peu importe, mais s'il en a un gros en cuir, ça sera encore mieux. Oui, il a ça. Voilà, je vais vraiment m'enfoncer, mais doucement dans le craquement du cuir. Les deux bras posés, chacun part et d'autre, là, posés sur les accoudoirs. Et je vais avoir les yeux qui vont se fermer un peu, mais je sens qu'il y a une présence. Ok, tu vas répondre au prêtre quand il te parle ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. Je vais pas l'ignorer. Mais je peux s'échapper. Mon fils, si je peux me permettre, je vous ai rarement vu à quelques-uns de mes sermons ou aux kermesses qu'on fait pour les enfants du quartier. Vous êtes d'originaire de Boston? J'ai vadrouillé. Ça serait compliqué de dire exactement d'où je viens, mais non, je ne suis pas trop client de la messe. Je ne vous juge pas, ne quittez pas. Et vous connaissez ce bon Hammond depuis combien de temps? Mais depuis peu, au final, il m'a contacté récemment pour assurer sa protection et commence à me pencher un peu sur le côté, chercher le portefeuille qui est dans ma poche arrière et puis je vais sortir une carte que je vais tendre au père. Je suis garde du corps, c'est mon travail. On se recycle comme on peut, mon père. Je vois. Ok. Vous veillez au bien-être des matériels des personnes que vous avez sous votre protection. Exactement. Comme le Seigneur, vous êtes un peu le bras armé du Seigneur. Oui, mais bon, ne dit-il pas, tu ne tueras point. Bien entendu. Je pense que de toute façon, tu pourras apercevoir quelques tatouages de l'armée sur les épaules, les avant-bras. D'accord. Vous restez éveillé jusqu'à quelle heure? Il est là. Oui, bonne question déjà. Pardon? Il est quelle heure? Là, il doit être à peu près 23 heures. Ouais, pas plus de minuit. Ouais, pareil, on dit toujours que minuit est l'heure du diable, donc c'est toujours Très bien. que je vais attendre. Au moins, ça me laisse une heure et demie pour lire un petit peu ce carnet. Très bien. Et puis après, tu iras te Je vais coucher. attendre minuit 1 pour être sûr que le diable arrive pas là. Écoute, minuit 1, le diable, non, n'arrive pas. Pas de souci. Tu peux dormir. Je vais demander du coup à Terence, puisque tu m'as dit que tu restais assez vigilant, de faire un petit jet de observer la situation, s'il te plaît. C'est plus passif qu'autre chose, hein, donc. Mais bon. Ouais. Alors, observer la situation, c'est sous perception, c'est ça? Oui. Attends, je suis en pleine galère. Je trouve pas les actions. C'est en dessous des statistiques. Ah punaise, j'ai pas scrollé.
Ça arrive. Classique. Très Il y en aura bien. au moins qui réussit ce soir. Ah bah c'est pas mal. Ah, joli. Écoute, tu peux me poser une de ces questions-là. Donc, quel est mon meilleur moyen de réussir? Quelle est actuellement la plus grande menace? Qu'est-ce que je peux utiliser à mon avantage? Bah, tu sais pas ce qui se passe exactement, mais je vais peut-être te dire d'abord te décrire ce qui se passe. Ce sera plus simple. Et après, tu me diras la question que tu veux me poser. Ce qui se passe, c'est que tu es réveillé par un bruit. Il est à peu près 2h30 du matin. Tu regardes, tu as une montre digitale. Tu regardes, tu vois l'heure. 2h37. Tu es réveillé en sursaut parce que tu as entendu un bruit de... il y a une porte qui s'ouvre à l'étage et des pas dans la maison. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, parce que tu as une question à me poser. Ouais, est-ce que je suis armé? C'est toi qui me le dis. Ça, le contraire m'étonnerait. Après, ça sera pas quelque chose, ça sera pas du gros calibre. Non, j'imagine que tu as peut-être une arme de poing enregistrée que tu peux avoir sur toi, il n'y a pas de souci. Puis peut-être un couteau aussi. Quoi. C'est ça, ouais. Sachant que de toute façon, là, je vais pas aller en dégainant. Pour moi, j'imagine surtout quelqu'un qui se lève, qui va boire quelque chose, aller aux toilettes. Bah, je m'inquiète absolument pas, mais je reste sur le qui-vive et je vais me déplacer silencieusement. Pour répondre à la question, du coup, je pense que je partirais sur qu'est-ce qui semble être étrange en fait. Même s'il y a quelqu'un qui se lève, j'imagine que tout le monde a fait ses commodités. Est-ce que on n'a peut-être pas tous les mêmes habitudes? Est-ce que ça se passe on avait dit que c'était premier étage, j'essaie de situer un peu d'où le son peut venir, de me mettre en bas de l'escalier. C'est un peu difficile de dire d'où le son vient. Ce qui peut te sembler étrange, pas grand-chose à l'heure actuelle. Mais tu sais pas. En fait, c'est pas quelque chose, c'est plus dans l'air. Tu vois? Est-ce que le bruit de pas, il était... Le bruit de pas, c'est quelqu'un qui se marchait, c'est pas précipité, c'était... Non, c'est quelqu'un qui quelqu'un qui marchait normalement. T'as même entendu comme si c'était des pantoufles. Tu sais, qui raclaient un petit peu sur la moquette parce que l'étage, tout est en moquette. Donc effectivement, à part la salle de bain. Mais du coup, t'as entendu des bruits de chaussons sur la moquette. Tu penses que c'est très certainement le professeur qui s'est levé. Tu entends une porte qui se referme. Tu sais pas. Tu sens qu'il y a quelque chose d'étrange. Après, ce que c'est compliqué à définir parce que tu as pas... c'est juste, on va dire que tu as une intuition. Tu sens que quelque chose... Il y a quelque chose de bizarre dans l'air. Donc si ça me titille, je vais poursuivre. Quitte à le surprendre, au moins il se dira que je fais bien mon travail. Ouais. Ben, tu vas monter donc à l'étage. Tu vois en fait qu'il y a un rayon de lumière sous la porte de la salle de bain. Tu sais que c'est là où il y a les toilettes. Je vais simplement taper à la porte. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, j'ai entendu du bruit, quelqu'un s'est réveillé. Et je reconnais la voix de qui? Tu reconnais la voix d'Eggleston. Il y a un problème? Non, je suis juste aux toilettes. J'ai eu envie d'aller... Enfin... Et là, d'un coup, tu entends un bruit de verre brisé et un cri dans la salle de bain. Ah! Moi, je vais me mettre un coup d'épaule direct. Très bien. Donc, tu mets un grand coup d'épaule. Les autres, ça vous réveille. Ce cri-là vous réveille. Tu te précipites dans la salle de bain. Et là, tu vas voir effectivement Hammond étendu près de la baignoire, le visage couvert de sang. Il a l'air actuellement encore en vie. Merde. Les autres, vous faites quoi? Eh bien, moi, je me lève directement. Je me précipite vers la source du cri. Donc, tu vois la même chose, je vous dirai après la suite. Les autres, j'imagine que vous faites... pareil pour moi. En plus, je suis juste à côté. Ouais, t'es juste à côté. J'arrive tout de suite. Graham, tu l'entends aussi d'un peu plus loin. Mais j'imagine que tu viens aussi précipitamment. Je me précipite.
Et du coup, effectivement, quand vous arrivez tous, les uns après les autres, vous voyez donc Amande qui est au niveau de la baignoire, comme je dis, qui a le visage recouvert de sang. Il a une balafre au niveau de la figure. Il est en vie. Vous voyez, c'est pas la seule chose. Vous voyez également à côté de lui un grand noir, vêtu d'une redingote sombre, qui est debout près de l'armoire à pharmacie. Alors, je vais vous montrer du coup l'homme que vous voyez. Il est où? Il est là. Enfin, vous voyez cet homme. Donc, comme tel que je vous l'ai décrit. Mais je vois pas. Il est... Tu le vois pas? Bah non, Les autres, vous le voyez? Ah, si, oui. Oui. Moi, je Il y a peut-être un temps de chargement. Ouais, peut-être. possible. bizarre. Sinon, peut-être tu actualises la page. Parce que je l'ai mis par-dessus l'image d'Eggleston. Sur le J'ai fait mieux. donc, vous voyez, il est là. Il vous fixe du regard quand vous arrivez dans la pièce. Et je vais vous demander à tous de me faire un jet de garder le contrôle. Parce que vous voyez que son regard, il vous pénètre, il vous transperce. Et vous sentez que il est quand même relativement effrayant, le regard de cet homme. Alors, nous avons... pas mal. Alors, réussi. Ah bah dis donc, vous gardez bien le contrôle, effectivement. Du coup, Père Ferreira, quand tu vois cet homme, qu'est-ce que tu ressens parmi ce qui t'est proposé du coup qu'est-ce que tu ressens et comment tu le traduis? Comment ça se passe? Alors, si tu peux me répéter, une colère... Alors, tu es en colère, tu es effrayé, tu es triste, tu te sens coupable, tu es obsédé, tu es distrait ou tu seras hanté par cette expérience plus tard. Je serais distrait, je pense. Ça me prend tellement par surprise. J'en suis distrait et je me rends compte que j'ai oublié mon livre de prière dans ma chambre. Effectivement, tu as l'impression un peu de voir cet homme qui apparaît comme un fantôme. Et là, tu te dis, mais j'ai oublié mon nécessaire, moi. Il faut que j'aille le chercher. Ça va pas le faire. On peut pas se battre contre un fantôme sans nécessaire d'exorcisme. Terence. Terence, lui, va réagir avec beaucoup de colère. Donc, moi, de toute façon, la première chose que je voulais, c'était sauter sur Eggleston pour voir où était sa blessure, mais je vois qu'il n'est pas seul. Bien sûr. Et la première chose qui me vient en tête, c'est maîtriser cet inconnu, quoi. Cet énergumène. Très bien. Du coup, tu paieras en stabilité puisque tu es très en colère. Puisque je suis un vétéran. Et du coup, je vais encaisser les traumas. Ah oui. Très bien. Lorsque vous perdez en stabilité, tu perds un niveau. Donc, effectivement, tu ne perds pas en stabilité. Tout à fait. Tu parviens à rester maître de toi-même. Mais je suis pas content. Mais tu es très mécontent, très en colère. Et du coup, tu vas pour lui sauter dessus. Lorraine, comment est-ce que tu réagis à la vision de cet homme que tu as vu dans tes cauchemars et dans tes différentes visions? Alors moi, je suis effrayé justement de voir en chair et en os la personne que j'ai vue dans mes rêves, dans mon rêve prémonitoire. Très bien. Donc déjà, tu perds en stabilité. Et du coup, qu'est-ce que tu fais par rapport à cette frayeur? Est-ce que tu t'éloignes, tu sors de la salle, tu te recroquevilles dans un coin en PLS? Oui, je me recule pour essayer de sortir de la salle si j'ai pas quelqu'un derrière moi qui me bloque le chemin. Je pense que Graham est arrivé après toi. Donc, il est peut-être au niveau de la porte. Graham, en reculant, je le bouscule parce que j'ai pas fait attention au fait qu'il était derrière moi. Très bien. Et j'essaye de forcer le passage, mais avec mon petit gabarit, c'est pas dit que j'y arrive, quoi. Et toi, Graham, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu réagis? Écoute, moi, je suis surpris dans un premier temps, voire effrayé même, mais j'essaie de garder le contrôle. Et je me dis il faut que je rationalise. Ça ne peut être qu'un coup monté. Ouais. Donc j'essaie de garder le contrôle. Donc je sais que j'ai une capacité de garder le contrôle. Je sais absolument pas ce que ça. Alors,
déjà, tu perds 1 en stabilité, parce que tu es effrayé par la vision de cet homme que tu reconnais comme étant le Candyman décrit par le professeur. Garder le contrôle, en fait, c'est... Surtout quand moi, je vais vous demander de le faire. Enfin, sauf si tu as une capacité spéciale qui te permet un avantage, qui te permet de le faire. Si j'ai une action, un truc spécial c'est écrit garder le contrôle. Oui, mais garder le contrôle, c'est une action classique. Ah d'accord, En fait. Je suis en train de regarder... T'as pas de compétences sous le PBTA, c'est des actions. Oui, c'est qui ça. se déclenchent dans des situations qui invitent à faire cette action. C'est ça. On a tous ces actions. Voilà. En fait, Terence, lui, il a pu faire encaisser les traumas pour garder sa stabilité parce qu'il avait un avantage qui lui permettait de le faire. Tout simplement. Toi, tes avantages te permettent de faire d'autres trucs. Donc, effectivement, vous voyez ça. Vous avez pu voir que, a priori, le bruit de verre brisé provenait, enfin pour ceux qui arrivent à détourner un peu leur regard de Candyman, le bruit de verre brisé venait d'un flacon de parfum dont le contenu est répandu sur le sol. Il y a les vapeurs de parfum qui montent. C'est assez entêtant, assez désagréable même. Donc, Terence, toi, tu as essayé de sauter sur Candyman. Oui. Donc, je vais te laisser me faire un petit jet de... Si ça te va, je vais utiliser mon autre avantage, agent de terrain, puisque ça permet d'avoir des atouts, et entre autres un atout qui est clé de bras. Ah bah écoute, vas-y. Pour faire une prise. C'est ça. J'ai eu peur. Joli. Très joli. Donc ça marche très bien. Ouais. Eh ben, ça marche plus que bien. Donc tu peux choisir 3 atouts à utiliser durant la scène. 3 atouts. Bah ouais, des clés de bras. Ok. Clé de donc bras. Je saute dessus, je lui fais une prise. Il peut pas s'en libérer sans encaisser un point de dégâts. Ok. Je vais juste revoir le monsieur. Tu as 2 autres atouts que tu peux choisir. Ouais, je vais attendre plus tard pour voir comment ça passe. Mais est-ce qu'il était armé? Parce que s'il l'était, je le désarme. Alors, il est armé, oui et non. Il a son crochet. Eh ben, je vais faire ça. Tu ne peux les pas. Clés de bras et tu ne peux pas désarmer le crochet. Le crochet, tu vois qu'il est... Quand tu essayes de désarmer le crochet, en fait, tu vois qu'en fait, il est ancré dans le poignet de la personne. Ah, okay. Et en fait, il a l'air de s'enfoncer. Tu vois son poignet qui est sanguinolent, mais c'est du sang coagulé, mais qui coagule pas vraiment à 100%. Et il y a les chairs un peu noircies, un peu dégoûtantes. Et il y a ce crochet qui s'enfonce, et tu sais pas jusqu'où il s'enfonce en fait. Mais tu as essayé de tirer dans le crochet, et tu peux pas. T'as beau essayer de tirer sur le crochet, tu n'arrives pas à l'enlever. Si je veux le désarmer, il faut lui arracher le bras, quoi. Ouais, grosso modo, faut lui trancher le bras, quoi. Je vais rester sur ma prise, j'attendrai plus tard. Si jamais il essaie de s'enfuir, lui refaire la même chose. Ok, très bien. Je regarde juste un petit truc. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude des combats, c'est mon premier. Donc du coup, je regarde un petit peu comment ça marche. Tac. Les autres, vous êtes pour l'instant effrayés du coup, ou en train de partir chercher vos équipements. Vous entendez tous la voix de Candyman qui semble pas sortir de sa bouche, mais qui est dans votre tête et qui vous dit partez, ça ne vous concerne pas. Je vais vous demander à tous de faire un jet de garder le contrôle, s'il vous plaît. Tu vois que j'allais le faire. Pas pour les mêmes raisons. Pour le 19, bien joué. Ah, il y a eu un 21 juste avant aussi. Ok. Et ben, a priori, ça a pas l'air de marcher très bien pour lui. Puisque vous décidez tous de... Enfin, vous décidez. Vous êtes peut-être effrayés, peut-être en colère, mais vous décidez de rester. Vous savez pertinemment que si vous partez, le professeur va mourir. Lorraine, toi tu le sais plus particulièrement et en plus tu es obsédée par l'idée de le sauver.
Oui, c'est ça. Comme je suis obsédé, du coup, je me reprends et comme je vois que Candyman a l'air d'être maîtrisé, je me dirige autant que possible vers le professeur pour voir son état de santé. Très bien. Tu vois que le professeur, il a une blessure, effectivement, une large balafre au niveau du visage. Tu vois qu'il a aussi une blessure au niveau de la poitrine. Comme s'il s'était pris une lacération de crochet au niveau de la poitrine. C'était pas forcément très visible quand vous êtes entré parce qu'il venait de se la prendre. Mais là, maintenant, il s'est passé quelques instants et le sang commence à sortir de cette blessure et ça a imbibé son pyjama complètement. Il a une espèce de pyjama 2 pièces, chemise, pantalon à rayures classique pour cette époque-là. Et effectivement, ça commence à s'imbiber assez salement. Tu remarques ça. Pendant que toi, tu es en train de regarder, enfin, d'assister le professeur pour essayer de l'aider à s'en sortir, Graham, toi, de ton côté, tu te sens comment suite à ça? Eh bien, écoute, j'ai un petit mouvement de recul, quand même. Voyant ce qui est en train de se passer, voyant mon camarade se jeter sur le fameux Robitaille, ou du moins celui qui se fait passer pour Robitaille. En plus, j'ai été percuté par Lorraine, c'est ça? C'est ça, oui. Oui. Et voilà, donc je suis un peu contre le mur. Elle m'a poussé pour m'écarter, donc je suis un petit peu contre le mur. Par contre, j'ai l'entrée en fait de la salle de bain devant moi et j'essaie de reprendre mes esprits, peut-être pour aller aider notre camarade. Pour aller aider Terence? Ouais. Ok, très bien. Donc du coup, pour l'instant, tu dirais que tu es plus effrayé peut-être encore par la situation et tu essaies de te reprendre. Très bien, donc tu repères à instabilité. Donc tu es à -2, je te laisse le mettre sur ta fiche. Ouais. Et ensuite, nous avons donc le père Daniel qui, toi, tu es sous contrôle parfaitement. Alors dis-moi ce que tu fais. En fait, je me reprends et je me dis que j'ai pas besoin d'outils et tout pour combattre le malin et que ma seule foi suffit. Du coup, je retourne dans la pièce et en tenant mon crucifix qui est toujours dans mon cou, par contre, je vais réciter quand je marche dans la veille de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Et j'essaie de faire un mouvement de la paume de la main comme pour repousser Candyman. Tu vois que ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Visiblement, c'est pas une créature qu'on peut exorciser. A priori, ça n'a pas l'air d'être un démon, un fantôme, tu sais pas trop. De son côté, Candyman, Daniel Robitaille en tout cas, il va tenter de te repousser, Terence. Ok. Donc, on peut essayer. Voilà. J'ai encore deux atouts. Et du coup, tu vas me faire un petit jet de... Je sais plus ce que c'est pour le combat physique. Le plus simple, c'est... alors, il y a 2 options. Pour le combat, il y a 3 jets, je dirais. Tu as évité les dégâts, donc ça, c'est quand tu laisses la chance il y a engager le combat. Engager le combat qu'il a pour attaquer. Encaisser les blessures, c'est typiquement si tu me laisses pas le choix. Ouais. Et après, le plus simple pour ce genre de choses, c'est d'agir sous la pression. Bah écoute, tu vas agir sous la pression. On va rester là-dessus pour le moment. Ah, il y a 8. Ok. Écoute, s'il parvient effectivement par une manœuvre habile à te repousser, et d'ailleurs au passage, tu te prends en fait une balafre de son crochet. Okay. Du coup, tu vas me faire un jet d'encaisser les blessures, s'il te plaît. Il me faudra m'indiquer les dommages de son coup de crochet. Ça va être un malus. C'est 2. Bon, ça va aller. Oui, du coup, ça va. Ouais. Test Flash One. Alors, du coup, je sais pas comment ça marche. Du coup, tu prends rien, c'est ça? Je vais les vérifier. Je suis désolé pour les auditeurs et les viewers, mais
c'est assez nouveau pour moi, donc voilà. Et tu te pardonnais, mon enfant. Je vous remercie, mon père. Non, c'est bon, tout se passe bien. Ok, très bien. Donc en fait, il t'égratigne plus ta veste ou ton t-shirt, mais il ne parvient pas à te blesser. Et suite à ça, en fait, vous le voyez qui saute dans le miroir et qui disparaît. Oui. Ok. Et là, je pense que je vais lancer un garder le contrôle. Oui, vous pouvez lancer un jet de garder le contrôle. Ouais, je suis pas super à l'aise là. Vous voyez vraiment quelque chose d'assez spécial qui s'est passé. Ok. Et Alors, moi, je magnifique. suis bien. Moi, je vais choisir, je vais tenter pour la prochaine fois. Tu seras hanté pour la prochaine fois. Très bien. Père Ferreira, ça te perturbe profondément de voir ça parce que du coup, ça ébranle un petit peu tes croyances. Tu vas perdre 2 en stabilité. C'est bien, c'est le MJ qui choisit, oui, c'est ça. Tu Oui. perds 2 en stabilité. Tu es vraiment perturbé. C'est ça, c'est ta tête. Tu vois, dans ta tête, tu pleures comme ça. T'es un petit peu en PLS. Tu te dis, mais d'un côté, tu te dis, Dieu a réussi à faire en sorte que cette créature du démon s'enfuit. Mais d'un autre côté, tu te dis, cette créature du démon s'est enfuie. Dans un miroir. Dans un miroir, comment c'est possible? J'ai jamais vu ça. De toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Et Lorraine, de ton côté, tu réagis comment quand tu vois ça? Ouais, je serai aussi hanté pour la prochaine fois. Très bien. Parce que j'essaye quand même comme je vois la blessure, d'attraper un chiffon quelconque, une serviette, quoi que ce soit pour pour refermer la blessure ouverte. Très bien. Effectivement, tu tentes de faire un point de pression sur la blessure. Et Graham, pendant ce temps-là, toi, t'es totalement paniqué, en fait, Je suis tétanisé. parce qu'il vient de se Je passer. me Exactement. refroidis sur moi. Exactement. Tu t'es tétanisé, tu es allé pour te jeter dessus sur cette créature cet homme qui finalement s'est enfui. T'es toujours adossé au mur et en fait, du coup, tu te recroquevilles un peu sur toi-même, tu te laisses glisser le long du mur et tu vas rester comme ça quelques instants, le temps d'arriver à rassembler un petit peu tes esprits. Ok. Du coup, alors, Lorraine, conscience augmentée lorsque vous vous concentrez sur un lieu. Je regarde mes avantages en fait. Ouais, tu fais bien. Ensuite, du coup, donc qu'est-ce qui se passe? Suite à ça, le professeur, il est encore en vie, effectivement. Il vous remercie. Je sais pas ce que j'aurais fait si vous n'étiez pas là, si vous n'étiez pas intervenu. Il faut que vous appeliez l'hôpital. Je dois aller à l'hôpital, s'il vous plaît. Je peux pas rester dans cet état-là. Il est vrai qu'il crache un petit peu de sang. Allez-y, appelez-le, je reste là. Moi, je maintiens la serviette sur la Ok. blessure. Quelqu'un va appeler le 911 Ouais, là. tu vois, je reste un petit peu, je sors de ma confusion un petit peu et je me précipite au rez-de-chaussée à récupérer le téléphone pour appeler les secours. Tu vois que c'était un téléphone sans fil, enfin, un des premiers téléphones sans fil, un gros téléphone là. 911, quelle est votre urgence? Un homme a été blessé par arme blanche. Je donne l'adresse du professeur. Tu dois la connaître quand même. Oui, l'adresse d'ailleurs est affichée ici. Si jamais tu la veux. C'est ma feuille de personnage de Ah. genre. Oui, donnez-moi l'adresse s'il vous plaît. Et j'ai des photos devant aussi. Ah je les ai enlevées les photos. Ah oui, c'est le petit post-it. Oui, c'est le petit post-it là. Attends, c'est un médecin qui a écrit. C'est le professeur qui a écrit. 287 Lagrange Street, Boston. Massachusetts. Oui, après, je pense que Ok, si oui, j'appelle le centre de Boston. Oui, bien sûr. Professeur Amanda Eggleston, c'est bien ça? C'est ça.
Très bien. Écoutez, vous me dites une personne a été blessée. Oui, parce que j'ai même pas vu, moi, le Non, coup, en fait. toi, t'as pas vu vraiment ce qui s'était passé. Cependant que c'est par le crochet, je dis direct instinctivement arme blanche. Très bien, on vous Agression par arme blanche. on vous envoie tout de suite les urgences. On fait ça. Essayez de tenir en attendant, de compresser la Merci, plaie. Hein. merci beaucoup, mon enfant. Une ambulance sera là dans les minutes qui viennent. Et effectivement, peu de temps après, vous avez une ambulance qui arrive. Est-ce que vous accompagnez le professeur à l'hôpital ou pas? Oh oui, je lâche plus là. Moi aussi. Ouais. Bah oui. Ouais, rapport je à récupère mon barda et on va aller à l'hôpital. Très bien. Donc, vous vous rendez à l'hôpital. Certains, peut-être que le Graham, peut-être même le père Ferreira vont accompagner le professeur Eggleston dans l'ambulance. J'imagine, pendant que les autres prendront peut-être la voiture d'un des deux pour suivre Parce que l'ambulance. je vais pas y aller en bicyclette en pleine nuit. On sait jamais. Il est un Bah, peu j'ai loin pas encore mon l'hôpital. avion. Ah si, j'ai une voiture, j'ai une petite coccinelle là. Eh bah, vous pouvez prendre ta voiture et puis le père Ferreira va y aller en ambulance. Je te regarde, je regarde ta coccinelle. je souffle fort. Bon, vous y On fait allez ce qu'on dans peut, quelle là. voiture du coup? La voiture de qui? Non, bah je vais rentrer, hein, je vais pas... Est-ce Pas que tourner la bouche, mais- Graham est-il fan de Mon amour de coccinelle et est-ce qu'elle est blanche avec des bandes bleues et rouges? Comme dans le film. Non, elle est verte, kaki et rouillée. Oh, super. Oh là là, quelle horreur. Dans ce jus. Magnifique. Je pense que les suspensions vont pas aimer ma carrure, mais Non, c'est pas grave. le plafond de la voiture non plus, parce que tu touches un petit peu au niveau de la tête, t'es assez Ouais. grand. Remarque, Ouais. Graham est pas petit non plus, donc c'est juste Ouais, juste. Hein. À mon avis, le professeur il paye pas très bien son étudiant. Non, carrément, c'est très très mal payé. Ça, c'est sûr et certain. Mais il fait ça pour la gloire, il fait pas ça pour la fortune. Ça, c'est connu. Donc, vous arrivez tous les 5 à l'hôpital, vous quatre et le professeur. Amande va être envoyée aux urgences pour se faire recoudre, voir un petit peu l'état de ses blessures. Et pendant ce temps-là, il y a une infirmière qui va venir vous poser un petit peu quelques questions. Donc c'est une jeune femme, la petite vingtaine, elle a l'air d'être presque une étudiante infirmière, peut-être en stage. Une petite blondinette aux yeux verts qui porte des petites lunettes et qui s'approche du coup de votre groupe, assez hétéroclite d'ailleurs, hein, il passe pas trop inaperçu. Vous étiez avec alors bien ça affiche le professeur Hammond Eggleston, c'est ça? La main. Euh, Comment va-t-il? Bah écoutez, pour le moment, il est aux urgences, en train d'être ausculté et examiné par les médecins. A priori, ils doivent vérifier l'état de ses blessures. Celle à l'abdomen est assez importante. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'organes qui soient touchés. Donc pour l'instant, je peux malheureusement rien vous dire à ce niveau-là. Il va falloir attendre un petit peu, peut-être quelques heures. Est-ce que vous pouvez m'indiquer, pour que je note dans le dossier, comment ça s'est produit, s'il vous plaît? Je regarde tout le monde. Oui, on se regarde un peu les uns les autres. Il a embauché un garde du corps. Donc. Je vais m'imposer, je vais prendre la parole en disant il s'est levé cette nuit aux alentours de 2h30 du matin pour aller aux toilettes et il a certainement dû glisser. On n'avait pas pu assister à la scène, il a dû glisser dans sa salle de bain. Tout ce que nous avons. Elle note un petit peu tout ça. Elle fait vous avez constaté un objet coupant peut-être dans la salle de bain, un miroir brisé, une paire de ciseaux, un rasoir. Un flacon de parfum au sol qui était explosé. D'accord. Elle va noter du coup flacon de parfum, cause possible, point d'interrogation. Si jamais vous regardez un petit peu au-dessus d'elle. Bon,
écoutez, restez là pour le moment. prévu. Je reviens vous voir ou le médecin viendra vous voir pour vous donner des nouvelles du professeur. Et il va se passer à peu près une bonne heure. Une heure et demie. Alors, si tu me permets, le temps c'est une heure et demie, vu sûr. qu'on a tout bon hôpital américain qui respecte bien y avoir une chapelle. Affirmatif. J'ai dit à la chapelle, prier pour ce beau amende. Et Très surtout bien. pour dire au Seigneur que j'ai vu des choses que jamais j'avais pensé voir. Et qu'il me vienne en aide. Tu remarqueras que la chapelle est pas très loin de la morgue d'ailleurs. Comme Parce dans que c'est tout pas hôpital qui se respecte. Ah oui. Et très bien, tu vas passer une petite heure à prier. Pendant ce temps-là, les autres, vous faites quoi vous attendez simplement à lire des magazines ou vous discutez un peu entre vous? Encore une nuit qui va être compliquée. Ouais, je vais avoir besoin de discuter. Je pense que je parlerai plutôt facilement à Lorraine parce qu'elle va peut-être plus entendre que les autres. Oui, pareil, hein, je vais avoir du mal à dormir, donc je reste réveillé aussi. Ok. Très bien. Et puis demander des nouvelles. Oui, bien sûr. Allez, Régulièrement, tu vois. pendant un moment, on va vous dire on est désolé, mais là, on attend, quoi. On peut pas. On a les médecins qui sont en train de faire ce qu'ils peuvent pour ce qu'il faut pour le sauver et tout. Et puis, au bout d'une heure et demie, vous avez un médecin de garde, très certainement. Il a des cernes sous les yeux, mais un truc de fou. Il doit enchaîner les gardes de nuit, peut-être. Qui vient vous voir et qui vous dit on a réussi à soigner les blessures de Monsieur Eggleston. A priori, pas d'organes internes touchés. Il regarde dans le dossier que lui a certainement transmis l'infirmière. Vous êtes sûr qu'il s'est fait ça avec du verre brisé d'une fiole de flacon? Ça semble assez bizarre, c'était quand même assez profond. Honnêtement, je ne sais pas. Terence, comme il s'était imposé la dernière fois, Écoutez, ça a été, c'était précipité, on n'a pas fait attention. À vrai dire, ça se trouve, il a juste glissé et il s'est pris sur le bord des toilettes ou le lavabo. On ne sait pas trop. Hein. Mais enfin, le bord On a fait au plus vite. Le bord des toilettes ou le lavabo, ce n'est pas aussi tranchant que ça. Enfin, c'est pas un souci. Il verra ça de son côté plus tard. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Il est dans une chambre, puis il va vous donner le numéro de la chambre. Il vous dit qu'à l'heure actuelle, il dort pas pour l'instant. Et qu'il va il vous attend. Je hoche la tête et puis je vais prendre la direction au plus vite. pareil, j'emboîte le pas. Très bien. Oui, pareil, je pense que je sors à ce moment-là de la chapelle et Oui. pareil. Totalement. Donc, vous arrivez tous dans la chambre numéro 203. Alors, photo pas totalement contractuelle parce qu'il fait nuit. On n'est pas de jour. Mais sinon, voilà. Donc, le professeur est dans le lit. Il a un bandage au niveau de la joue. A priori, il s'est fait entailler la joue très certainement par le crochet de Candyman avant votre arrivée. Et puis, vous voyez qu'il est torse nu et qu'il a effectivement le torse qui est qui est bandé de manière à tenir très certainement un gros bandage au niveau de son abdomen. Il n'a pas les lunettes. Ses lunettes sont sur sa table de nuit, à côté. Et quand vous arrivez, il a un air un peu soulagé de vous voir. Merci encore. Sans vous, je sais pas du tout comment je m'en serais sorti. Merci beaucoup. Je sais pas si je suis sain et sauf ou s'il risque de
de m'attaquer de nouveau. Est-ce que ça te dérangerait deux d'entre vous de rester veiller sur moi cette nuit? Non, c'est prévu. Oui, c'est prévu, vous inquiétez pas. On va prendre disposition. Très bien, je vous remercie. Je suis désolé, ils ne veulent pas qu'il y ait plus que 2 personnes avec moi dans la pièce, malheureusement. Sinon, j'ai demandé à ce que vous soyez tous là, mais le personnel de l'hôpital a catégoriquement refusé. Du coup, il vous regarde en fait pour savoir qui va rester avec lui. Et moi, je me proposerais de rester pour... Moi, Très je suis bien. encore sur le coup de ma frayeur, donc je ne me propose pas. D'accord, et du coup, ensuite, entre Terence et Lorraine. Moi, Je vais à Lorraine, écoutez. disons que par mon obsession, j'essaye de m'imposer, mais effectivement, je suis pas le meilleur choix. Non, mais. Ouais, voilà. Je la regarde. Non, mais. Du coup, voilà, donc faites bien attention à lui. Bien sûr. Et surtout, dans l'idée que s'il y a un miroir dans la pièce, ça pourrait être dangereux. Oui, c'est ce que j'allais passer. L'enlever ou le couvrir, ou je ne sais pas, mais faire quelque chose avec, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce du coup? Il n'y a pas de miroir dans la pièce. Dans la pièce, vous avez le lit, un petit bureau avec une petite chaise, une table, vraiment genre table d'hôpital, celle qu'on peut mettre, qu'on peut faire rouler jusqu'au niveau du lit pour s'installer pour manger. Il y a un placard dans lequel on peut mettre des vêtements pour un séjour un petit peu plus long. Et puis, il y a une petite porte qui mène à une salle de bain. Si vous l'ouvrez, vous voyez effectivement un petit lavabo, un coin douche avec une espèce de petit siège en plastique sur lequel les patients peuvent s'asseoir pour se doucher s'ils ne sont pas en état d'être debout. Et bien sûr, au-dessus du lavabo, un petit miroir. Bah écoute, moi j'ai pour réflexe de ouvrir le miroir de la salle de bain et de tirer les rideaux histoire qu'il n'y ait pas de reflet par les fenêtres. Tout ce qui est en fait surface réfléchissante. Ok, très bien. Du coup, les deux autres, Graham et Lorraine, vous faites quoi? Vous retournez chez vous en attendant, ou avoir des nouvelles, vous échangez vos numéros de téléphone, ou bien vous attendez dans la salle d'attente pour dormir? Ah, c'est ça en fait. J'attends dans la salle d'attente. Lorraine, pareil, je suppose. Bah oui, comme j'ai pas les clés de la coccinelle, j'attends dans la salle d'attente aussi. Très bien. Et je me prends un café. Ok. Je vais me concentrer sur les deux qui sont avec le professeur, du coup. Moi, pour information, je prends un potage. Eh ben, c'est très bien. Tu as faim et tu as raison. Le stress, ça creuse. Vous passez quelques heures. Le professeur s'endort assez rapidement, certainement sous l'effet des médicaments. Il a des antidouleurs assez puissants quand même. Et puis, vers 5h30 du matin, à peu près, je vais demander aux deux qui sont avec le professeur de faire un jet d'observer la situation, s'il vous plaît. Ok. Pas top. Hein. Ah, c'est pas top. Là, ça commence à être fatigant. Là. Je dors. Ouais. Alors, vous pouvez poser une question. Donc, je vais demander du coup à... Alors, je vais vous décrire en fait peut-être ce qui se passe. Ce sera plus simple. Vous savez pas en fait ce qui se passe, puisque vous entendez rien, vous voyez pas. Vous êtes en train de vous assoupir. Vous vous sentez très fatigué et vous commencez tous les deux à piquer du nez. À ce moment-là, vous avez un bruit. Schlac! Comme quelque chose qu'on tranche. Ça vous réveille en sursaut. Il n'y a pas eu de cri. Il n'y a rien de spécial. Par contre, ce que vous pouvez voir, tous les deux à présent, c'est que le professeur Eggleston est suspendu contre le mur à un crochet qui pend du plafond. Il est éviscéré complètement. Ses entrailles sont répandues sur le lit.
Et il a une expression d'horreur sur le visage. Vous êtes dans la merde. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez personne. Actuellement. Que faites-vous? Je reste médusé face au spectacle. C'est la première fois que je vois cela de ma vie. J'ai un regard aussi sur les entrailles qui découlent au sol. Cette mare de sang qui se forme à vue d'œil. Vous pouvez me poser une question parmi la liste des questions qu'il y a, c'est-à-dire quel est mon meilleur moyen de m'en sortir, qu'est-ce qui est actuellement le plus grand danger, la plus grosse menace, qu'est-ce que je peux utiliser à mon avantage, qu'est-ce que je devrais être en train de chercher, qu'est-ce qui est caché de ma vue et qu'est-ce qui me semble étrange. Qu'est-ce qui me semble étrange de toute façon, c'est pas une petite question. Je sais pas qu'est-ce qui représente, quelle est la meilleure façon de résoudre ce problème. Ah, c'est une bonne question. Là, c'est une très bonne question. Quelle est ta question à toi, Terence? Ça va être qu'est-ce qui se cache? Ok. Encore. Qu'est-ce qui se cache? Terence, tu vas me faire un jet de voir derrière l'illusion, s'il te plaît. Aïe. Ah, quand ça commence à arriver. Très bien. Je vois les choses comme elles sont. Tu vois clairement Candyman. Merde. Qui est en train de contempler son œuvre à l'heure actuelle. Il te voit, une fois que tu l'as vu. Il te fait un sourire de toutes ses dents. Et il ne dit rien. Mais tu le vois qui se déplace assez rapidement vers le tableau qui était près du mur. Tableau sur lequel une petite lumière se réfléchit, comme une petite surface que vous aviez peut-être oublié de couvrir. Et il disparaît dans le tableau. J'en étais sûr au moment où je voyais l'image. Mais vu que tu l'as pas dit dans la description, je sais plus si je l'ai... Non, je l'ai peut-être pas dit, mais bon, après j'ai dit que l'image n'était pas contractuelle par rapport à l'extérieur. J'aurais dû le faire. Quant à ta question, du coup, Daniel, comment vous en sortir? C'est ça, c'était ça? Parce qu'en fait, dans la tête de Daniel, il se dit ça parce qu'il se la pose la question lui-même aussi, c'est que il a testé le réflexe, je pense, d'appuyer sur la fenêtre pour faire prévenir les infirmières. Mais surtout, il va se dire, mais qu'est-ce qu'on va dire aux flics? Qu'est-ce qu'on va dire aux flics? Alors, moi, je vais gueuler, je vais taper dans le tableau. Tu vas gueuler, tu vas taper dans le tableau. À ce moment-là, du coup, sous le tapage, il y a une infirmière qui arrive et qui voit la scène. Elle se met à hurler de terreur. Et elle part en courant en appelant la sécurité. Sécurité, quelqu'un est mort, tu es professeur. Et du coup, tu te dis, Daniel, qu'il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit vous collaborez avec la police en leur expliquant tout ce qui s'est passé, avec le risque qu'ils ne vous croient pas. Soit vous barrez en courant très vite, très loin. Et vous essayez de démêler tout ça tout seul. Non, c'est prévu, hein. Je vais tirer sur le prêtre. Ah ouais, carrément. Ouais, je vais lui tirer par la soutane. J'ai pris aussi, attention. Et je pense pas que j'ai pris le flingue dans l'enceinte. Non, tu l'as peut-être laissé dans la voiture. Ouais. Et ouais, non, j'ai tiré par la soutane. Écoutez, c'est foutu pour lui. Et qu'est-ce qu'on va raconter? Mais je n'ai rien vu. Vous avez vu quelque chose, mon fils? Écoutez, j'ai vu. On a tous les deux vu. Maintenant, il faut qu'on s'en aille d'ici. Les flics ne laisseront pas ça passer. On n'a absolument rien pour se défendre. Rien, mon père. On y va. On s'est pas enregistré. On a enregistré. Lui, ils ont pas pris de nous.
Au contraire, la police va nous prendre en chasse et nous Ils ont accuser. pas pris mon nom, on se casse, on y va. Alors- On n'a rien à nous reprocher, on n'a rien à se reprocher nous-mêmes. Je vais juste revenir sur ce que tu as dit, Terence. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais l'infirmière a quand même pris vos noms quand elle vous a interrogé au début. Donc je vais devoir flinguer la pauvre. Tu fais ce que tu veux. On efface les traces, mon père. Non, mais voyons, mon fils, un peu. Raisonnez-vous un petit peu, voyons. Écoutez, non, moi ce que je vais faire. Écoutez, alors très bien, restez dans la pièce. Moi je vais sortir, je vais essayer d'avoir un téléphone et essayer de contacter la maison d'Eggleston, quoi. Je sais pas si du monde est retourné. Non. Mais... Si tu descends, en fait, tu vas voir que déjà les autres, vous voyez qu'il y a une espèce de remue-ménage qui se fait un petit peu. Vous entendez très rapidement parler du professeur Eggleston, donc vous pouvez vous rendre en direction de sa chambre si vous voulez. Et j'imagine que vous faites ça d'ailleurs. J'étais un peu en train de somnoler, donc oui, d'un coup d'un seul, avec l'adrénaline, ça me réveille et en entendant ça, oui, je me dirige, je me dépêche vers la chambre. Ça fait un peu électrochoc. Voilà. Graham, pareil. Bah écoute, moi j'étais aux toilettes, donc j'entends du bruit. Je sors directement, je vois des infirmières qui courent partout. Je vois un mec de la sécurité qui court en direction peut-être de la chambre du professeur. Donc bah écoute, je cours vers la chambre du professeur en me remontant la braguette. Et du coup, sur le chemin, qui sont en train de redescendre, vous croisez le père Ferreira et Terence qui sont. Moi, je suis resté dans la chambre. Ah, t'es resté dans la chambre, toi? Oui, je touche à rien et tout. J'attends que les agents de sécurité viennent pour expliquer ce qu'ils vont essayer d'expliquer quelque chose. Ok, Terence, du coup, tu es resté avec le prêtre ou t'es parti? Bah oui, non. Tu seras resté avec lui? Oui, j'aurais pris peur, mais il aura su bien. garder près de lui, quoi. Bah, du coup, les autres, vous arrivez à ce moment-là, la sécurité est pas loin de derrière vous. Vous entendez même, a priori, des sirènes de police qui sont en train d'arriver. Et quand je vois les agents de sécurité, je sais pas ce qui s'est passé. On dormait et tout. On a entendu un bruit sourd et on a retrouvé le professeur Hammond accroché comme ça. Et sûrement quelqu'un qui a commis ce crime dans l'hôpital. Vous avez vu personne? Qu'est-ce que vous racontez? Bougez pas, touchez à rien. Et vous voyez qu'ils sortent des tasers. Enfin, il y a eu des tasers, il devait y en avoir déjà dans les années 90. Ils sortent des tasers et ils vous tiennent en joue avec, en fait. Ne bougez pas. Et du coup, en fait, vu que les autres, vous êtes arrivés avant les agents de sécurité, vous êtes tenus en joue aussi, tous les quatre. La police arrive très vite après ça. Et vous êtes embarqués. Et je vous propose qu'on arrête là pour ce soir.